Salut à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition d'information en langue française sur Afrique Média. Merci également de nous recevoir. Si vous, nous ouvrons donc ce bulletin d'information aujourd'hui par Madagascar, où le président par intérim Rivo Rakatovao a reçu donc le chef du bureau de l'ambassade royale de Norvège à Antananarivo. Il s'agit de Johan Meyer. Cette rencontre a eu lieu le jeudi 18 octobre 2018 au palais d'État d'Ambahiso-Hitra. Johan Meyer s'est déclaré satisfait du processus en cours à Madagascar dans le respect de la Constitution. Il a rappelé que la Norvège travaille étroitement avec la Commission électorale nationale indépendante dans le processus électoral et reste confiante quant à la tenue des élections dans la transparence avec des résultats acceptés par tous. Nous mettons le cap cette fois-ci au Cameroun et maintenant nous parlons du contentieux électoral qui a donc été dit, qui a donc été fait, et donc l'heure est présentement, les regards sont tournés présentement vers les résultats officiels justement des élections présidentielles qui se sont tenues le 7 octobre 2018 à Yaoundé. C'est un reportage justement signé par Linda Ndedi. Le Conseil constitutionnel a rendu son verdict au petit matin du 19 octobre 2018. Sur les 18 recours déposés demandant annulation partielle et ou totale de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier, la sentence est connue de tous. Les requêtes de Sieur Kamto et Sieur Oshina Bangui sont toutes rejetées, bien qu'étant jugées recevables sur la forme. La raison? Défaut de preuves. Car, comme le stipule la loi au terme de l'article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Ainsi, en application de l'adage « Actori incumbit probatio », la charge de la preuve incombe au demandeur. Et c'est justement ce manque de preuves qui est à l'origine de la sentence rendue publique par le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, au terme de 4 jours d'audience. À ces 2 cas suscités, les recours des autres requérants ont également été rejetés, 18 au total, certains pour le fond et d'autres pour la forme. Ce qui signifie que malgré des irrégularités constatées et évoquées par les requérants lors du scrutin, ces dernières ne sont pas de nature à entacher la crédibilité de l'élection. À cet effet, les Camerounais sont donc priés d'attendre dans les prochains jours les résultats officiels de la présidentielle. Des résultats qui seront prononcés par la seule instance capable de le faire, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel qui, pour la première fois dans l'histoire électorale du Cameroun, a tenu un contentieux post-électoral. En Côte d'Ivoire, les travaux de construction justement de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme ont donc été lancés officiellement ce 18 octobre 2018 en Côte d'Ivoire. Et ces travaux ont donc été lancés par le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire et le ministre des Affaires étrangères de la France. Et donc ces travaux interviennent à la suite justement de la visite de Jean-Yves Le Drian à Abidjan. Les détails avec vous, Khalid Mahama. Cette Académie internationale de lutte contre le terrorisme formera les cadres et professionnels ivoiriens et sous-régionaux. Située en bordure de mer et principalement dans la localité de Jacquesville, elle couvre une superficie de près de 12 000 hectares. L'académie comprendra des espaces dédiés aux bâtiments d'enseignement, aux logements et aux postes de commandement. Sans oublier une surface qui accueillera un village de combat et une zone navale. Ce projet estimé à un montant de 20 millions d'euros, soit 13 milliards et 500 millions de francs CFA, sera la vitrine africaine de la lutte antiterroriste. Le ton de cette construction a été donné par Ahmed Bakayoko, ministre ivoirien de la Défense, et Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères. Celui-ci présent en Côte d'Ivoire depuis mercredi pour des discussions sur le domaine sécuritaire. Soulignons que la Côte d'Ivoire a été victime de plusieurs attentats. La dernière en date est celle de mars 2016 dans la localité de Grand Bassam. Une attaque qui a causé la mort de plus de 5 personnes et plusieurs blessés.
Toujours en Côte d'Ivoire, les anciens prisonniers politiques libérés le 6 août 2018 sont donc livrés à eux-mêmes sans emploi ni salaire, encore moins ni logement. Ces anciens justement détenus politiques sont livrés à eux-mêmes et ont du mal à subvenir à leurs besoins. Pour ce faire, pour essayer donc de remédier à la situation, ils ont décidé de se mettre en association, ceci pour défendre leur cause au niveau de l'opinion internationale et nationale. C'est un reportage signé par nos correspondants Isaac Tao et Charles Dassi. Incarcérés à la suite de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire depuis 2011 pour des chefs d'accusation non fondés portant sur l'atteinte à la sûreté nationale et la tentative de déstabilisation du pouvoir du président Ouattara, ces citoyens ivoiriens pro-Gbagbo, civils et militaires accusés d'atteinte à la sûreté nationale, ont bénéficié d'une grâce présidentielle le 6 août 2018, à la suite de plusieurs négociations et balais diplomatiques en vue de réconcilier les Ivoiriens. Ces actions sont à l'actif de nombreuses organisations de la société civile, dont l'Association des femmes et familles des détenus d'opinion, l'AFDOCI, qui revendique en son sein plus de 300 membres et dirigée par Mademoiselle Désirée Douati. Cette association a vu le jour à la suite de ma libération parce que j'ai été moi-même détenue d'opinion. Et l'objectif était de dénoncer toute forme d'injustice en Côte d'Ivoire car depuis le 11 avril 2011, il n'y avait plus de droits dans notre pays. Diverses actions ont été posées. Il y a eu dans un premier temps des actions de masse parce que nous étions dans un combat de communication avec le gouvernement ivoirien qui disait sur toutes les plateformes internationales qu'il n'y avait pas de détenus politiques en Côte d'Ivoire. Alors nous avons dû faire des marches, des sittings, des grèves de faim pour démontrer à l'opinion internationale qu'il existe bien des personnes en Côte d'Ivoire dont les droits sont violés. À la suite des actions de masse, nous avons mené plusieurs actions de communication, des campagnes médias, des campagnes sur les réseaux sociaux. Nous avons aussi opté pour la voie diplomatique. Nous avons mené différentes actions dans différentes ambassades et c'est l'occasion pour nous de dire un grand merci à l'Union européenne qui a été à nos côtés, qui a posé des actions fortes et je pense que ces actions ont permis aujourd'hui la prise de l'ordonnance d'amnistie. Certes en liberté, mais ayant tout perdu avec leur salaire et avoir gelé par le pouvoir en place, ces ex-détenus politiques qui tirent le diable par la queue pour survivre sont en majorité regroupés au sein de l'Association des femmes et familles des détenus d'opinion, l'AFDOCI, qui les encadre et se bat au quotidien pour leur réintégration dans la société et leur bien-être social. Certes, on est sorti, mais la réalité est tout autre dehors. C'est comme si on était encore en prison. Je suis là sur le carreau, mes enfants sont là, jusque-là, ils ne vont pas à l'école parce que je n'ai pas de moyens. Je suis le grand frère de Todé, mon fils. Celui-là même qui a été décédé en prison. Mon frère, il est tombé au champ d'honneur. Mais je demande au président de la République de faire clémence pour libérer les 30 personnes qui sont restées. Ça a été difficile pour nous. 7 ans d'incarcération, sans un père de famille, une femme seule avec des enfants, c'est pas facile. Nous disons merci parce qu'ils sont au dehors. Mais dehors aujourd'hui, c'est encore une deuxième prison. Parce que ce n'est pas facile. Ils n'ont pas encore repris le boulot. Ils n'ont pas de salaire. Nous n'avons pas de maison. Aujourd'hui, les enfants sont un peu dispersés parce qu'on a eu des gens peut-être qui ont voulu nous aider, qui hébergent nos enfants. Le constat fait, la vraie réconciliation des Ivoiriens passe par la libération et la réintégration de tous les prisonniers politiques dans le tissu social et le retour des exilés dans leur pays. Après la Côte d'Ivoire, nous mettons le cap au Rwanda et là-bas, il y a eu un remaniement ministériel. C'était ce 18 octobre 2018. Un remaniement justement qui a enlevé Louise Mushikiwabo au ministère des Affaires étrangères et également un remaniement qui a aussi enlevé le ministre de la Défense, justement James Kabarebe, à la tête de ce poste-là. Le remaniement vient donc approuver le départ de
la ministre des Affaires étrangères Louise Mushikiwabo, nommée le 12 octobre dernier au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Madame Mushikiwabo est remplacée par Richard Zezibera, ancien secrétaire général de la Communauté d'Afrique de l'Est de 2011 à 2016 et ancien ministre de la Santé. James Kabarebe, ministre de la Défense depuis 2010, occupera désormais le poste nouvellement créé de conseiller spécial du président pour les questions de sécurité. James est donc remplacé à la tête du ministère de la Défense par le général Albert Mourazira, issu comme lui également des rangs de la rébellion du Front patriotique rwandais et qui a mis fin au génocide de 1994 en s'emparant de Kigali et puis du reste du pays. Toujours au Rwanda, le pays veut donc intégrer le cercle de ceux-là qui exportent déjà le pétrole dans le monde entier. Et donc Kigali envisage justement intégrer justement l'OPEP très prochainement, ceci à travers l'exploration des hydrocarbures dans le lac Kivu. C'est un reportage signé par Tony Michael Minga. D'après le directeur général de l'Office des mines, du pétrole et du gaz, le pays a procédé à la première série de forages peu profonds destinés à des tests géochimiques dans le lac Kivu. C'est à l'issue de la deuxième série d'essais de forages peu profonds actuellement en cours que l'État décidera s'il convient d'inviter des investisseurs privés à financer des études sismiques 2D ou 3D. Toujours est-il que le directeur général de l'Office des mines, du pétrole et du gaz du Rwanda a déclaré que le pays devrait prendre une décision à ce sujet au plus tard en fin d'année. Le Rwanda extrait déjà du méthane du lac Kivu, voisin du lac Albert, où l'Ouganda voisin a trouvé 6,5 milliards de pétrole. Estimé à 296 000 barils par jour en 2016, la production pétrolière a progressé à 345 000 barils par jour en 2017, avec la mise en production du projet Moreau Nord, selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie. La Banque de France note cependant que la production pétrolière a souffert de l'arrivée à maturité de plusieurs champs ces dernières années, faute d'une rentabilité suffisante. Le Rwanda, qui tire l'essentiel de ses ressources des produits agricoles comme le café et le tourisme, voudrait ainsi élargir ses sources de revenus grâce à l'exploitation des hydrocarbures et des mines. Selon l'agence de statistique du Rwanda, les industries extractives représentent environ 2% du produit intérieur brut du pays. Nous restons dans le cadre de l'économie, mais cette fois-ci au Bénin. Et c'est donc la commune de Gandi qui a donc abrité ce 18 octobre 2018 la cérémonie officielle du démarrage de la commercialisation du coton graine. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, appuyé par celui du Commerce, ont donc donné les deux ministres, bien sûr, le top au titre de la campagne 2018-2019. Ainsi, le ministre a fait constater que c'est la première fois que la production cotonnière atteint ce niveau en termes de chiffres. Le ministre a profité de l'occasion pour inviter les producteurs et tous les autres acteurs de la chaîne de production à faire montre du même dynamisme pour l'acheminement du coton vers les usines. À l'en croire le président de l'association interprofessionnelle de coton, cette cérémonie ouvre les marchés autogérés dans tout le bassin cotonnier au titre de la campagne 2018-2019. Cette activité qui va durer 5 à 6 mois connaîtra un important flux financier au profit des acteurs. Il faut également noter que le prix du coton premier choix est fixé à 265 francs CFA le kilogramme et 215 francs CFA le kilogramme pour le deuxième choix. Toujours revenant, nous parlons de l'affaire de drogue et donc Jean, nous parlons également de cette affaire de drogue là où justement Ajavon, et Sébastien Ajavon bien sûr, a donc été condamné il y a 20 ans de prison selon un tribunal de Cotonou. C'était ce 18 octobre, autant pour moi, 2018. Il a également un mandat d'arrêt international a également été lancé contre lui. Et donc, les détails dans ce reportage signé par Fallon Chunia. Condamné jeudi par un tribunal spécial à 20 ans de prison, le riche homme d'affaires Sébastien Ajavon, actuellement en France, fait désormais l'objet d'un mandat international dans une affaire de trafic de cocaïne. De son côté, ses avocats dénoncent de graves irrégularités dans le système judiciaire béninois.
car jusqu'à présent, ces avocats n'ont pas pu avoir accès au dossier de leurs clients ou même pu prendre la parole pour défendre Sébastien Adiavon. L'opposant béninois et 3 autres prévenus ont été condamnés à 20 ans d'emprisonnement et 5 millions de francs CFA d'amende. Pendant le verdict rendu par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme de Porto Novo, les prévenus ont brillé par leur absence. Dans le sillage des affaires louches en Afrique, c'est donc les autorités somaliennes qui ont donc arrêté une cargaison d'alcool frauduleux et l'ont détruit ce 18 octobre 2018. Selon les autorités, la cargaison était acheminée via le port de Mogadiscio. Une saisie similaire a été effectuée à l'aéroport. Le conteneur contiendrait 905 boîtes d'alcool portant l'étiquette King Leon, décrit comme un whisky de première qualité avec un taux d'alcool de 40%. Et des photos montrent alors la cargaison qui a été détruite au bulldozer sous la surveillance, autant pour moi, des autorités compétentes. Les autorités avaient donc confirmé aux médias qu'un autre convoi d'alcool de contrebande avait été saisi à l'aéroport le même jour. Les rapports n'indiquent pas d'où provenaient les produits saisis, ni les personnes ou encore moins les institutions à l'origine de l'expédition. Le pays souffre, il faut le rappeler, des activités insurrectionnelles des militants d'Al-Shabaab qui multiplient les attaques terroristes contre le gouvernement et les civils dans le but d'imposer une interprétation stricte de la charia qui est la loi islamique. En Ouganda, cette fois-ci, c'est donc l'Union européenne qui contribue à la rénovation d'une ligne de train dans le pays. Et donc, l'institution a versé une somme d'argent assez importante au gouvernement pour la mise en forme de ce trajet ferroviaire. Les détails avaient dans ce reportage signé par Junior Ouafo. 21 millions d'euros, c'est le montant accordé au gouvernement ougandais pour la restauration de la ligne ferroviaire de 375 km desservant le district de Tororo et celui de Goulou. Ce trajet est considéré comme un acteur majeur du développement économique du pays, tout simplement parce qu'il relie Mombasa à un port kényan ainsi que le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo. Selon Mathia Kaisaja, la ministre ougandaise des Finances, ce projet facilitera le commerce en réduisant les coûts de transport, ce qui permettra le renforcement de la compétitivité du pays dans la sous-région. Avec ce financement de 21,6 millions d'euros, l'Union européenne contribue au renforcement de l'économie ougandaise à travers l'amélioration d'un secteur de transport primordial, sûr et efficace. En plus du financement de l'Union européenne, l'Ouganda devra apporter une contribution de 13,1 millions d'euros pour qu'enfin le projet soit effectif. Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta dirigera donc une délégation d'agriculteurs et de négociateurs dans le secteur de l'horticulture. Il dirigera donc cette délégation pour la Chine. Ceci est pour la première édition du salon import-export de Shanghai. La délégation kenyane, accompagnée donc du président Uhuru Kenyatta, sera donc en Chine du 5 au 10 novembre 2018 avec des objectifs bien défini. C'est un reportage signé une fois de plus par Junior Ouafo. Il sera question de la diversification de ces marchés d'exportation, des accords sanitaires, de l'implantation des produits kenyans dans le vaste marché chinois, sans oublier la renégociation des prix des denrées alimentaires. Car, faut-il le rappeler, au Kenya, seulement 1% des exportations horticoles sont vendues à la Chine. L'État kényan espère donc une hausse de ce pourcentage d'ici 2019. En effet, l'accord sanitaire que le président Kenyatta signera avec le gouvernement chinois ouvrira la porte à plus de 40% des produits frais kenyans, notamment les noix de cajou, les mangues et les avocats. Il est question pour le gouvernement kényan de négocier des tarifs sur les exportations de son thé et de son café. Dans un pays où plus de 90% de la production horticole est consommée au niveau local, le gouvernement espère ainsi booster son économie au terme de la Shanghai Import Expo, car le pays qu'est le Kenya dispose, selon le chef de l'État, d'un énorme potentiel à faire valoir.
En Afrique, le groupe d'impact, d'investissement justement dédié au continent africain a donc tenu ses assemblées annuelles à Abidjan, c'était ce 18 octobre 2018. Pour se faire lors de cette assise, plusieurs objectifs ont été donc relevés pour booster l'économie du continent africain. C'est un reportage signé par Halid Mahama. De cet événement, surgit un plan quinquennal pour la création de 5 nouveaux fonds d'impact en Afrique subsaharienne. Pour cela, le groupe a constitué une équipe de 50 professionnels repartis sur 8 sites et donc 7 d'entre eux sont sur le continent africain. Nous citons par exemple le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Madagascar, le Niger et le Sénégal. Aussi, ce groupe compte parmi les 50 de ses collaborateurs, 33 basés en Afrique et 32 africains. De bons augures pour une africanisation croissante des activités. Selon le président d'investissement et partenaire Jean-Michel Severino, cette africanisation se poursuivra et s'intensifiera les prochaines années. Encore faut-il dire que la structure apporte à côté des investissements financiers une participation active à la gouvernance, un appui managérial et des ressources d'assistance technique. Ceci pour permettre aux entreprises d'atteindre leur plein potentiel de progression et d'impact. À présent, c'est la page étrangère dans ce bulletin d'information et nous commençons par le bouton où justement s'est tenues les élections législatives dans cette petite nation enclavée entre l'Inde et la Chine. Le bouton voté le 18 octobre 2018 pour le second tour des 3e élections législatives de son histoire qui consacreront justement l'arrivée d'un nouveau parti au pouvoir. Fondé donc en 2013, le DNT est arrivé en tête du premier tour le 15 septembre dernier avec 92 722 suffrages et suivi de près par le DPT, un parti d'opposition plus établi avec 90 020 voix. Le parti du Premier ministre au pouvoir depuis 2013 a reconnu donc sa défaite après être arrivé en 3e position. Les rues de Thimphu étaient en grande partie vides jeudi dernier en raison du jour de congé donné pour les élections. Et si le DNT a donc obtenu davantage de vote, le DPT est en tête de plus de circonscriptions. Dans l'entre-deux tours, les deux formations ont donc essayé de courtiser le tiers des électeurs qui avaient soutenu d'autres partis. Les deux concurrents ont promis de développer l'économie et le système de santé. Ils ont également promis d'améliorer la transparence du gouvernement. La corruption, la pauvreté et dans les zones rurales, le chômage des jeunes et les gangs criminels posent problème au pays du dragon tonnerre. Et nous terminons cette page étrangère par l'Afghanistan et nous parlons également des élections législatives. Les bureaux de vote n'ouvriront que dans une semaine à Kandahar. La commission électorale indépendante avait évoqué cette possibilité dès les premières heures du 19 octobre 2018, évoquant ainsi les inquiétudes de la population sur place. Le président Ashraf Ghani a donc tranché pas de vote non plus à Ghani, capitale provinciale qui se trouve à 200 km du sud de Kaboul. La ville avait subi l'assaut des combattants talibans en août dernier, une attaque qui avait duré plusieurs jours. Les zones dans lesquelles le scrutin aura lieu se resserrent donc comme une peau de chagrin. Cette situation rappelle le contexte sécuritaire extrêmement fragile dans lequel se tiennent ces élections législatives. Plus de 54 000 policiers, soldats, agents de services de renseignement vont donc assurer la sécurité des bureaux de vote selon le ministère de l'Intérieur. Et voilà qui met un thème à cette autre édition d'information en langue française sur Afrique Média, la dernière de la semaine. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité. Nous vous remercions. N'oubliez pas que nos programmes se poursuivent sur votre chaîne panafricaine. Mesdames et messieurs, où que vous soyez, nous vous souhaitons une bonne soirée.